Le sang goûtait du sac que le lynx venait de déposer devant sa porte, ses yeux dorés fixant Marc avec une intelligence impossible qui glaça son sang. Jamais en 20 ans comme garde forestier, il n'avait ressenti cette terreur primitive face à un animal sauvage qui semblait désespérément tenter de communiquer avec lui. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser un commentaire en indiquant depuis quelle partie du monde tu nous regardes. C'est parti, dans les profondeurs silencieuses de la forêt boréale canadienne, où l'hiver transforme le paysage en un royaume de cristal et d'ombre, la frontière entre l'homme et la nature sauvage devient aussi fine que la glace sur un lac gelé. Pour Marc Thibault, garde forestier depuis 20 ans dans la réserve naturelle de Sainte-Agathe, cette frontière n'était plus qu'une simple ligne sur une carte. La forêt était devenue son véritable foyer, un sanctuaire où il trouvait la paix que la civilisation ne pouvait lui offrir. Ce qu'il ignorait, c'est que cette même forêt s'apprêtait à lui révéler un mystère qui défierait tout ce qu'il croyait savoir sur le monde sauvage qui l'entourait. Le premier signe que quelque chose d'extraordinaire se préparait vint sous la forme d'empreintes inhabituelles dans la neige fraîche. Des traces de lynx, mais pas celles d'un animal chassant ou vagabondant. Non, ces empreintes suivaient une ligne droite, délibérée, comme si la créature transportait un fardeau. Marc les avait remarquées lors de sa patrouille matinale, alors que l'aube teintait à peine le ciel d'un bleu glacial. Il s'était agenouillé, ses doigts gantés effleurant délicatement les contours des empreintes, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid. « Qu'est-ce que tu fabriques, mon ami ?» avait-il murmuré, son regard expérimenté suivant la piste qui s'enfonçait plus profondément dans la forêt. En 20 ans de service, Marc avait développé une compréhension presque instinctive des habitudes des créatures qui peuplaient ces bois. Les lynx, ces fantômes silencieux aux oreilles touffues et aux yeux perçants, étaient parmi les plus difficiles à observer. Solitaires et discrets, ils se fondaient dans le paysage comme des ombres. Pourtant, ce matin-là, quelque chose dans ses traces éveillait en lui une curiosité impossible à ignorer. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ces empreintes n'étaient que le prélude à une rencontre qui allait ébranler les fondements mêmes de sa compréhension du monde naturel. Une rencontre qui commencerait par un bruit sourd contre la porte de sa cabane isolée, 3 nuits plus tard, alors que la tempête de neige la plus violente de la saison faisait rage au dehors. Mais avant que cette histoire ne se dévoile pleinement, remontons quelques jours plus tôt, à l'événement qui avait mis en mouvement cette chaîne d'incidents extraordinaires. Élodie Mercier, biologiste de la faune de 34 ans, avait rejoint l'équipe de recherche de la réserve 6 mois auparavant. Spécialiste des grands félins, elle avait été attirée par les rapports faisant état d'une population florissante de lynx du Canada dans la région. Son projet de recherche, financé par l'Université de Montréal, visait à étudier l'adaptation de ces prédateurs face aux changements climatiques affectant leur habitat. Ce matin-là, Élodie se trouvait dans la partie nord de la réserve, vérifiant les pièges photographiques qu'elle avait installés le mois précédent. Le froid mordant de février s'infiltrait sous ses multiples couches de vêtements, mais l'excitation de découvrir de nouvelles données réchauffait son esprit scientifique. « Voyons voir si mes amis à fourrure ont décidé de se montrer », murmura-t-elle en retirant la carte mémoire du 3e piège. Le soleil d'hiver bas sur l'horizon filtrait à travers les branches chargées de neige des épinettes, créant un jeu d'ombre et de lumière sur le sol immaculé. Élodie s'assit sur un tronc renversé, son ordinateur portable protégé par une housse thermique sur ses genoux. Alors que les images défilaient à l'écran, son cœur s'accéléra soudainement. « Incroyable !» souffla-t-elle. Là, sur l'écran, se trouvait l'un des plus beaux spécimens de lynx du Canada qu'elle ait jamais vu. Un mâle adulte majestueux avec sa fourrure épaisse et ses caractéristiques touffes noires au bout des oreilles. Mais ce n'était pas tant la beauté de l'animal qui l'avait stupéfaite que son comportement. Sur la série d'images capturées à intervalles réguliers,
On pouvait voir le lynx revenir plusieurs fois au même endroit, semblant examiner le piège photographique avec une curiosité presque humaine. Élodie fit défiler les images, absorbée par cette découverte, quand un craquement dans les bois la fit sursauter. Instinctivement, elle referma son ordinateur et se retourna lentement, tous ses sens en alerte. C'est alors qu'elle le vit, le même lynx que sur les photos, immobile à la lisière d'une clairière, ses yeux dorés fixés directement sur elle. Le temps sembla se suspendre dans cet échange de regards. Contrairement à tous les comportements documentés de l'espèce, le félin ne s'enfuit pas. Il resta là, observant la biologiste avec ce qui semblait être une intelligence calculatrice. « C'est impossible », chuchota Élodie, osant à peine respirer. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, le lynx tourna la tête comme alerté par un son imperceptible pour l'oreille humaine. Avant qu'Élodie ne puisse réagir, l'animal s'élança dans les sous-bois, disparaissant dans un tourbillon de neige poudreuse. Ce n'est qu'après son départ qu'Élodie remarqua quelque chose d'étrange. Autour du cou du lynx, à peine visible sous sa fourrure épaisse, se trouvait ce qui semblait être un collier. Pas un collier émetteur standard utilisé pour le suivi scientifique, mais quelque chose de différent, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Tremblante d'excitation et d'incompréhension, Élodie rassembla rapidement son équipement. Elle devait contacter Marc, le garde forestier principal. Si quelqu'un avait posé un dispositif non autorisé sur un animal sauvage dans la réserve, cela constituait non seulement une violation des règlements, mais potentiellement un cas de braconnage sophistiqué. Mais alors qu'elle s'apprêtait à reprendre le sentier vers la station de recherche, une bourrasque de vent plus violente que les précédentes la déséquilibra. Le ciel, clair quelques minutes auparavant, s'était soudainement assombri. Une tempête approchait, et d'après l'expérience d'Élodie, elle serait sur elle en moins d'une heure. « Merde !» jura-t-elle, évaluant rapidement ses options. La station de recherche était trop loin pour qu'elle puisse l'atteindre avant que la tempête ne se déchaîne pleinement. En revanche, la cabane de Marc se trouvait à moins de 2 kilomètres à l'ouest. C'était sa meilleure chance. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Marc Thibault était retourné à sa cabane après sa patrouille du matin. L'abri rustique mais confortable, construit en rondins et isolé avec soin, se dressait dans une petite clairière entourée d'épinettes centenaires. À l'intérieur, un feu crépitait dans le poêle à bois, diffusant une chaleur bienvenue. Marc venait de retirer ses bottes et de suspendre son épais manteau quand sa radio grésilla. « Marc, ici Élodie, tu me reçois ?» Il saisit l'appareil, surpris d'entendre sa collègue sur cette fréquence, généralement réservée aux urgences. « Je te reçois, Élodie. Tout va bien ? Une tempête arrive, plus vite que prévu. Je suis près du secteur nord, piège numéro 7. Je ne pourrai pas rejoindre la station à temps. Ta cabane est plus proche. Compris. Tu as besoin d'aide pour t'orienter ? Non, j'ai la carte. Et Marc, j'ai vu quelque chose d'étrange. Un lynx avec ce qui semble être un collier non standard, pas l'un des nôtres. » La nouvelle piqua immédiatement l'intérêt de Marc. Combinée aux traces inhabituelles qu'il avait observées le matin même, cette information suggérait quelque chose de plus complexe qu'un simple braconnage. « On en discutera quand tu seras là. Fais attention à toi, la visibilité va rapidement se détériorer. » Reçu, j'arrive dès que possible. Marc reposa la radio, l'esprit bouillonnant de questions. Il jeta un regard par la fenêtre. Le ciel était désormais d'un gris menaçant, les premiers flocons de neige commençant à tourbillonner dans l'air. Instinctivement, il ajouta une bûche dans le poêle et mit de l'eau à chauffer. Élodie aurait besoin de se réchauffer à son arrivée. Mais Élodie n'arriva jamais à la cabane ce jour-là. Alors que les heures passaient et que la tempête se déchaînait avec une fureur inattendue, l'inquiétude de Marc se transforma en une angoisse palpable. Plusieurs tentatives de contact par radio restèrent sans réponse. À la tombée de la nuit, malgré les conditions extrêmes,
Il tenta une sortie pour rechercher sa collègue, mais la visibilité quasi nulle et le danger réel de se perdre lui-même le forcèrent à rebrousser chemin. Cette nuit-là, Marc dormit peu, se levant fréquemment pour alimenter le feu et scruter l'obscurité blanchâtre par la fenêtre. Au petit matin, bien que la tempête fît toujours rage, il contacta la station principale par radio-satellite pour signaler la disparition d'Élodie. « Compris, Marc », répondit le directeur de la réserve après avoir écouté son rapport. « L'équipe de secours est en alerte, mais avec ces conditions, impossible de déployer l'hélicoptère ou même les motoneiges. Les vents sont trop violents et la visibilité reste nulle. Je vais tenter une recherche dans un rayon limité autour de la cabane, insista Marc, incapable de rester inactif alors que sa collègue était peut-être blessée quelque part dans la forêt glacée. Négatif, ordonna fermement le directeur. C'est trop risqué. La tempête devrait s'atténuer d'ici demain matin selon la météo. Dès que les conditions le permettront, nous lancerons une opération de recherche complète. En attendant, reste à l'abri et maintiens le contact radio. À contre-cœur, Marc acquiesça, sachant au fond de lui que le directeur avait raison. Se perdre lui-même n'aiderait personne. Les heures s'écoulèrent avec une lenteur torturante, chaque minute pesant comme une heure. La tempête, loin de s'atténuer comme prévu, sembla gagner en intensité durant la seconde nuit. Marc, épuisé mais incapable de trouver le sommeil, se tenait près de la fenêtre, son regard perçant l'obscurité blanchâtre, comme s'il pouvait, par la seule force de sa volonté, discerner une silhouette humaine dans le chaos glacé. C'est alors qu'il l'entendit, un bruit sourd contre la porte de sa cabane, si inattendu dans le hurlement du vent qu'il crut d'abord l'avoir imaginé. Puis le son se répéta, plus distinct cette fois. Le cœur battant, Marc saisit sa lampe torche et se précipita vers l'entrée, persuadé qu'Élodie avait miraculeusement trouvé son chemin jusqu'à lui. « J'arrive !» cria-t-il, déverrouillant rapidement la porte. Mais lorsqu'il l'ouvrit, ce n'est pas sa collègue qu'il trouva sur le seuil. La lumière de sa torche révéla rien, du moins à première vue. Ce n'est qu'en baissant les yeux que Marc aperçut l'objet posé à ses pieds, un sac à dos partiellement recouvert de neige fraîche. Le sac qu'il reconnut immédiatement comme appartenant à Élodie. Et juste au-delà du cercle de lumière projeté par sa lampe, s'éloignant déjà dans la tempête, une silhouette féline aux oreilles touffues, un lynx qui semblait le fixer une dernière fois avant de disparaître dans la nuit blanche. Marc resta figé sur le seuil, incrédule face à la scène dont il venait d'être témoin. Un lynx. Un lynx avait traîné le sac d'Élodie jusqu'à sa porte. L'impossibilité de ce qu'il venait de voir le laissa momentanément paralysé, son esprit rationnel luttant pour trouver une explication logique. Se ressaisissant, il se pencha pour ramasser le sac, remarquant alors de petites taches sombres dans la neige. Du sang. Les mains tremblantes, Marc referma vivement la porte derrière lui pour bloquer le vent glacial qui s'engouffrait dans la cabane. Son esprit, formé par des années d'observation scientifique et de rationalité, cherchait désespérément une explication logique à ce qu'il venait de voir. Un lynx. Un lynx avait délibérément apporté le sac d'Élodie jusqu'à sa porte. C'était impossible. Et pourtant, il déposa le sac trempé sur la table en bois près du poêle et dirigea sa lampe torche vers les taches sombres qui le maculaient. Indéniablement du sang, mais en quantité modérée, peut-être pas assez pour indiquer une blessure grave. Cette pensée lui apporta un maigre réconfort alors qu'il s'empressait d'ouvrir le sac. À l'intérieur, il trouva l'équipement habituel d'Élodie, son ordinateur portable dans sa housse étanche, un carnet de notes, une trousse de premiers soins, des barres énergétiques, une gourde isotherme et des vêtements de rechange. Mais ce qui attira immédiatement son attention fut une petite boîte métallique, soigneusement emballée dans un sac plastique étanche qu'il n'avait jamais vu auparavant. Avec précaution, il ouvrit la boîte pour découvrir un dispositif électronique sophistiqué,
pas plus grand qu'un paquet de cigarettes, accompagné d'une clé USB et d'une note manuscrite. Son cœur s'accéléra en reconnaissant l'écriture d'Élodie. « Marc, si tu trouves ceci, j'ai des ennuis. Ce que j'ai découvert dépasse l'entendement. Regarde les fichiers sur la clé. Ne fais confiance à personne en dehors de l'équipe habituelle. Il surveille la réserve. Le lynx, son nom est Osiris. Il peut nous aider. Ce n'est pas un animal ordinaire. » Marc relut la note plusieurs fois, son inquiétude se muant en une confusion totale. Osiris, un lynx nommé. Qui surveillait la réserve? Et comment, bon sang, un animal sauvage pourrait-il aider? Il brancha la clé USB sur son propre ordinateur portable, ignorant les protocoles habituels de sécurité informatique face à l'urgence de la situation. La clé contenait plusieurs dossiers. Projet Lazarus, coordonnées GPS, preuves et journal personnel. Il ouvrit d'abord le dernier, espérant y trouver des explications immédiates. Le fichier le plus récent datait de la veille, quelques heures seulement avant qu'Élodie ne le contacte par radio. Journal d'Élodie Mercier, 15 février 2025, 9h47. Ce que j'ai découvert ce matin confirme mes soupçons les plus fous. Le lynx que j'ai baptisé Osiris n'est pas simplement équipé d'un collier de suivi non standard. Il s'agit d'un prototype de technologie neurologique avancée. J'ai réussi à photographier le dispositif en détail et à intercepter certaines de ses transmissions grâce à l'équipement que Pascal m'a prêté. Les données suggèrent une interface directe avec le système nerveux de l'animal, mais d'une sophistication qui dépasse tout ce qui est officiellement reconnu comme existant. Qui pourrait développer une telle technologie et surtout pourquoi l'expérimenter clandestinement dans une réserve naturelle? J'ai repéré 2 hommes ce matin, équipés d'antennes directionnelles, qui ne correspondent à aucune équipe de recherche autorisée. Quand ils m'ont vu, leur réaction, j'ai eu peur. Je me cache maintenant. Le plus étrange est le comportement d'Osiris. Il semble me chercher comme s'il voulait me communiquer quelque chose. Ses yeux, il y a une intelligence là-dedans qui me glace le sang et me fascine à la fois. Je vais essayer de rejoindre la cabane de Marc. Si quelque chose m'arrive, j'espère que ce journal et les preuves que j'ai rassemblées pourront expliquer. Le journal s'arrêtait là, brutalement, sans conclusion. Marc sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid parcourir son échine. Il se précipita vers le dossier preuves, qui contenait plusieurs photographies. La première montrait clairement le lynx qu'il avait aperçu quelques minutes plus tôt. Un magnifique spécimen mâle, au pelage tacheté et aux oreilles touffues caractéristiques. La suivante, prise en zoom, révélait le fameux collier, un dispositif noir mat, épousant parfaitement le cou de l'animal, avec ce qui semblait être de minuscules électrodes disparaissant sous la fourrure. D'autres photos montraient 2 hommes en tenue de camouflage hivernal, portant un équipement qui ressemblait effectivement à des antennes directionnelles sophistiquées. Leur visage, partiellement masqués par des cagoules, n'était pas reconnaissable. La dernière image, légèrement floue comme prise à la hâte, montrait une clairière éloignée avec ce qui semblait être l'entrée d'une installation semi-enterrée, habilement camouflée sous un amoncellement de neige et de branches. Le dossier coordonnées GPS contenait plusieurs points marqués sur une carte de la réserve, dont l'un correspondait vraisemblablement à l'installation photographiée. Marc nota avec surprise que ce point se trouvait dans une zone particulièrement isolée, officiellement désignée comme zone de régénération forestière et donc interdite à toute présence humaine depuis près de 5 ans. Enfin, il ouvrit le dossier Projet Lazarus. Il contenait un unique document PDF, visiblement extrait d'un ensemble plus large, portant l'entête d'une entreprise nommée Neurobionomics et le logo d'une spirale ADN entrelacée avec ce qui ressemblait à un circuit électronique. Le document, très technique, évoquait des interfaces neuronales non invasives de nouvelle génération et des augmentations cognitives interspécifiques. Plusieurs passages étaient surlignés, notamment une phrase qui fit frissonner Marc.
Les tests préliminaires sur le sujet félin O7 démontrent une capacité d'apprentissage accélérée et des comportements suggérant une potentielle émergence de conscience avancée. Abasourdi, Mark referma l'ordinateur et se leva pour faire les 100 pas dans la cabane exiguë. Les implications de ce qu'il venait de découvrir étaient vertigineuses. Si ces documents disaient vrai, quelqu'un expérimentait une technologie révolutionnaire et potentiellement dangereuse sur la faune sauvage, directement sous leur nez. Et Élodie, en découvrant ce secret, s'était mise en danger. Un mouvement furtif à l'extérieur attira son attention. Mark éteignit précipitamment les lumières et s'approcha de la fenêtre, scrutant l'obscurité à travers le rideau de neige qui continuait de tomber. Pendant un instant, il ne vit rien, puis une forme se matérialisa. Le lynx était revenu et se tenait immobile à la lisière des arbres, ses yeux luisant dans l'obscurité comme deux ambres incandescentes. « Osiris », murmura Mark, testant ce nom étrange sur ses lèvres, comme s'il avait entendu ce qui était impossible à cette distance, et avec le hurlement du vent, le lynx inclina légèrement la tête. Puis, avec une délibération qui semblait presque humaine, il fit quelques pas dans la neige avant de s'arrêter à nouveau, regardant Mark, puis la forêt, puis Mark à nouveau. Le message était clair comme de l'eau de roche, même pour quelqu'un qui n'avait jamais cru possible de communiquer avec un animal sauvage. « Suis-moi ». Mark sentit le poids écrasant de la décision qui s'imposait à lui. Suivre un lynx dans une tempête de neige en pleine nuit, guidé uniquement par les divagations apparentes d'une collègue disparue, c'était de la folie pure. Et pourtant, ce même lynx avait trouvé sa cabane dans des conditions impossibles. Il avait apporté le sac d'Élodie, comme s'il comprenait l'importance de cet objet. Et ses yeux qui semblaient contenir une profondeur d'intelligence qu'aucun félin sauvage ne devrait posséder. Mark prit rapidement sa décision. Il enfila ses vêtements d'hiver les plus chauds, glissa l'ordinateur et la mystérieuse boîte métallique dans son propre sac à dos, puis vérifia son équipement d'urgence, GPS, radio-satellite, fusée de détresse, trousse de premiers soins avancés, ration de survie et son fidèle couteau multifonction. Il hésita un instant devant son fusil de service, puis décida de le prendre également. Si les hommes qu'Élodie avait photographiés étaient hostiles, mieux valait être préparé. Avant de partir, il laissa un message codé sur la fréquence d'urgence de la réserve, un code qu'il avait établi des années auparavant avec le directeur pour les situations délicates. Aigle poursuit le renard dans la tempête, possible braconnage technologique, coordonnées H7 du quadrillage nord, silence radio jusqu'à confirmation. Puis, prenant une profonde inspiration, il ouvrit la porte et s'avança dans la nuit blanche. Le lynx l'attendait, immobile malgré les rafales violentes qui agitaient sa fourrure tachetée. Quand Mark s'approcha, l'animal ne montra aucun signe de peur ou d'agressivité, un comportement si contraire aux instincts naturels d'un prédateur sauvage que cela confirmait, plus que tout document, que quelque chose d'extraordinaire se produisait. « D'accord, Osiris, » dit Mark, sentant l'absurdité de parler à un animal sauvage, mais incapable de s'en empêcher. « Montre-moi où est Élodie. » Comme s'il avait parfaitement compris, le lynx se détourna et commença à avancer dans la forêt, s'arrêtant périodiquement pour s'assurer que Mark suivait. Il progressait lentement contre le vent mordant, la neige montant parfois jusqu'aux genoux de Mark. Sans la présence du lynx qui semblait connaître un chemin invisible, il aurait été complètement désorienté en quelques minutes. Après ce qui sembla une éternité, mais qui ne devait pas dépasser 30 minutes, Mark remarqua que le terrain commençait à s'élever. Il gravissait maintenant une pente douce qui, s'il se repérait correctement, menait vers les contreforts rocheux de la montagne du Loup Gris. Le lynx, malgré la difficulté croissante du terrain, maintenait un rythme régulier, choisissant invariablement le passage le plus praticable. Soudain, l'animal s'immobilisa,
les oreilles dressées en alerte. Marc s'arrêta également, scrutant l'obscurité autour d'eux. Pendant un instant, il ne perçut rien d'inhabituel, puis il l'entendit, un faible bourdonnement électronique, à peine audible sous le hurlement du vent, mais indéniablement artificiel. Le lynx se tapit dans la neige, et Marc l'imita instinctivement, se plaquant contre le sol glacé. Quelques secondes plus tard, une lumière balaya les arbres au-dessus d'eux, un faisceau puissant qui semblait chercher quelque chose, ou quelqu'un. « Des drones », murmura Marc, reconnaissant la signature sonore caractéristique des quadricoptères. « Ils te cherchent, n'est-ce pas ?» Le lynx tourna vers lui, un regard qui semblait presque confirmer cette hypothèse. Puis, avec une agilité surprenante, l'animal changea de direction, les guidant maintenant le long d'une crête rocheuse qui offrait une certaine protection contre la détection aérienne. Marc comprit alors qu'il n'approchait plus simplement un lieu. Il s'infiltrait dans un périmètre surveillé. Quelque part devant eux se trouvait probablement l'installation mystérieuse qu'Élodie avait photographiée. Et peut-être Élodie elle-même. Le lynx s'arrêta à nouveau, cette fois au bord d'un petit surplomb rocheux. En dessous, partiellement masqué par la tempête mais indéniablement artificielle, Marc aperçut une structure basse aux parois métalliques, camouflée sous un enchevêtrement de filets et de branches. 2 véhicules à chenilles étaient garés à proximité, et une faible lumière filtrait à travers ce qui semblait être une entrée. Marc s'aplatit contre la roche glacée, tous ses sens en alerte. Comme pour confirmer la gravité de la situation, Osiris se plaqua également au sol à ses côtés, son corps souple épousant parfaitement les contours irréguliers du terrain. L'installation en contrebas semblait relativement petite, certainement pas une base militaire officielle ou un centre de recherche gouvernemental autorisé. Non, cela ressemblait davantage à une opération clandestine, temporaire, mais bien équipée. Il sortit ses jumelles de vision nocturne de son sac, un équipement standard pour les gardes forestiers, travaillant dans des zones isolées. À travers l'objectif verdâtre, il distingua 2 hommes en tenue d'hiver, patrouillant autour du périmètre. Ils portaient ce qui semblait être des fusils d'assaut, un armement totalement disproportionné pour de simples chercheurs ou même des braconniers ordinaires. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» murmura-t-il pour lui-même. À sa grande surprise, le lynx émit un son presque imperceptible, pas tout à fait un grondement, plutôt comme s'il essayait de communiquer quelque chose. Marc baissa les jumelles et regarda l'animal, qui fixait maintenant un point précis à leur droite, le long de la crête rocheuse. Suivant ce regard, Marc ajusta ses jumelles et scruta la direction indiquée. Au début, il ne vit rien d'inhabituel, puis un léger mouvement attira son attention. Là, partiellement dissimulée sous un surplomb rocheux et recouverte de neige, se trouvait ce qui ressemblait à l'entrée d'une petite grotte naturelle. « C'est là que tu veux aller ?» chuchota-t-il au lynx, sans attendre de réponse, car malgré l'étrangeté de la situation, Marc conservait suffisamment de rationalité pour ne pas s'attendre à une conversation avec un animal sauvage. Il commença à se déplacer prudemment le long de la crête, restant bas pour éviter d'être repéré par les gardes en contrebas. Osiris le précédait, se mouvant avec une grâce silencieuse que Marc, malgré toute son expérience en milieu sauvage, ne pouvait qu'envier. Chaque pas du félin semblait calculé pour minimiser le bruit et les traces dans la neige. Arrivé à l'entrée de la cavité, Marc hésita. S'aventurer dans un espace confiné en pleine tempête n'était pas sans risque. Mais le lynx n'attendit pas son approbation. Il s'engouffra dans l'ouverture avec détermination. « J'espère que tu sais ce que tu fais », marmonna Marc en activant sa lampe frontale avant de suivre l'animal. L'intérieur était étroit mais plus profond qu'il ne l'avait anticipé. Après quelques mètres d'un boyau naturel à peine assez large pour qu'un homme s'y faufile, l'espace s'élargissait en une petite caverne. La lumière de sa lampe,
révéla des parois de granit striées, quelques stalactites naissantes au plafond, et Élodie, recroquevillée contre la paroi du fond, enveloppée dans son sac de couchage d'urgence, la biologiste leva vers lui un visage pâle, marqué par l'épuisement et la tension. Une entaille superficielle barrait son front, et sa jambe gauche était sommairement bandée. « Marc ?» Sa voix était rauque, à peine plus qu'un murmure. « Comment m'as-tu trouvé ?» Marc s'agenouilla rapidement à ses côtés, évaluant d'un œil expert ses blessures tout en lui tendant sa gourde d'eau chaude. « Ton ami félin m'a guidé, » répondit-il simplement. « Osiris, c'est ça ?» À la mention de ce nom, le lynx s'approcha et se coucha près d'Élodie comme pour confirmer son identité. La biologiste posa une main tremblante sur la tête de l'animal, un geste d'une familiarité stupéfiante compte tenu de la nature sauvage du prédateur. « Tu as lu mes notes, » constata-t-elle. « Tu sais ce qu'il est. »« Je sais ce que tu crois qu'il est, » nuança Marc tout en sortant sa trousse de premiers soins. Un animal équipé d'une technologie neurologique expérimentale. Mais entre lire ça et voir, il fit un geste englobant le lynx et leur situation actuelle. Disons que c'est autre chose. Élodie but quelques gorgées d'eau avant de parler à nouveau. « Il m'a sauvé, » dit-elle. « Après t'avoir contacté par radio, j'ai été repéré par leur drone. 2 hommes m'ont poursuivi. J'ai glissé sur une pente, c'est comme ça que je me suis blessé à la jambe. Rien de cassé, mais je ne pouvais plus courir. Ils allèrent me rattraper quand Osiris est apparu. »« Il les a attaqués ?» demanda Marc surpris. « Non. » Élodie secoua la tête. « Il a créé une diversion, a laissé des traces délibérées dans une autre direction, puis est revenu me trouver. Il m'a guidé jusqu'ici. C'était comme s'il comprenait exactement ce qui se passait. » Marc termina de nettoyer la plaie sur son front. « Et ton sac? Comment a-t-il su qu'il fallait l'apporter à ma cabane? »« Je le lui ai montré, » répondit-elle simplement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Je lui ai montré une photo de toi que j'avais dans mon téléphone puis mon sac. Je ne savais même pas s'il comprendrait, mais j'étais désespéré. » Marc regarda le lynx avec un mélange renouvelé d'incrédulité et de respect. L'animal les observait calmement, ses yeux dorés reflétant la lumière de la lampe frontale. « Qu'est-ce qu'ils lui ont fait exactement ?» murmura-t-il. Élodie prit une inspiration profonde. « Ce que j'ai pu déchiffrer des documents, c'est que Neurobionomics développe ce qu'ils appellent des interfaces neuronales interspécifiques. Le collier contient des nanoélectrodes qui se connectent directement au système nerveux de l'animal. À l'origine, c'était censé être simplement un moyen de collecter des données sur le comportement des prédateurs en liberté, mais ils ont découvert qu'ils pouvaient aussi envoyer des signaux. « Contrôler l'animal ?» demanda Marc, horrifié. « Pas exactement, plutôt augmenter ses capacités cognitives. Le document que j'ai récupéré parlait d'un accélérateur d'évolution neuronale. Ils n'ont pas créé un animal télécommandé, Marc. Ils ont créé un animal dont l'intelligence a été artificiellement augmentée jusqu'à atteindre un niveau proche de la conscience, compléta Marc, se rappelant la phrase du document. Osiris les regardait tour à tour, comme s'ils suivaient leur conversation. Ce simple fait semblait confirmer l'incroyable hypothèse d'Élodie. « Pourquoi ici? Pourquoi dans notre réserve ?» demanda Marc, essayant de rassembler les pièces du puzzle. « Isolation, écosystème varié, faible surveillance électronique, » énuméra Élodie. « Et surtout, une population de lynx en bonne santé qui n'attire pas l'attention comme des loups ou des ours pourraient le faire. » Elle grimaça en ajustant sa position. « Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, Marc. D'après ce que j'ai pu comprendre, Osiris n'est qu'un prototype. Leur véritable objectif est d'appliquer cette technologie à d'autres espèces, y compris les humains, conclut Marc, voyant soudain où cela menait. Élodie hocha gravement la tête. «
Imagine une armée de soldats aux capacités cognitives artificiellement augmentées, ou des superviseurs mentalement connectés à des équipes d'animaux dressés. C'est le genre de technologie qui pourrait redéfinir complètement les concepts de guerre, de surveillance, même de relations entre espèces. Marc passa une main fatiguée sur son visage. L'ampleur des implications le dépassait presque. On doit contacter les autorités. C'est ce que j'ai essayé de faire, expliqua Élodie. Mais dès que j'ai commencé à envoyer mes premières découvertes à mon contact à l'université, ces hommes sont apparus. Je pense qu'ils surveillent toutes les communications sortantes de la réserve. Un grondement sourd d'Osiris les interrompit. Le lynx s'était redressé, ses oreilles pivotant vers l'entrée de la caverne. Quelques secondes plus tard, ils entendirent ce que l'animal avait déjà perçu, des voix humaines, encore distantes mais se rapprochant. « Ils nous ont trouvés », murmura Élodie, la peur évidente dans sa voix. Marc éteignit immédiatement sa lampe frontale, plongeant la caverne dans l'obscurité. Seuls les yeux d'Osiris restaient visibles, 2 points lumineux dans le noir. « Y a-t-il une autre sortie » chuchota-t-il. « Je ne sais pas. Je n'ai pas osé explorer plus loin. » Marc sentit plus qu'il ne vit le lynx se déplacer dans l'obscurité. Un léger contact contre sa jambe, puis l'animal semblait vouloir les guider plus profondément dans la caverne. « Je crois qu'il veut qu'on le suive, » dit Marc, aidant Élodie à se lever. « Tu lui fais confiance » demanda-t-elle, s'appuyant lourdement sur son épaule. Marc hésita un instant avant de répondre. « Si ce que tu dis est vrai, il est probablement plus intelligent que certains humains que je connais. Et jusqu'à présent, il n'a fait que nous aider. » Ils s'enfoncèrent dans la partie la plus sombre de la caverne, guidés uniquement par la silhouette à peine perceptible du lynx devant eux. Marc alluma occasionnellement sa lampe pour de brefs instants, juste assez pour vérifier le terrain, mais pas assez longtemps pour que la lumière soit repérable de l'entrée. Le passage se rétrécit à nouveau, puis descendit en pente douce. L'air devenait plus humide, et Marc pouvait entendre le clapotis distant de l'eau. Après plusieurs minutes d'une progression précautionneuse, ils débouchèrent dans une cavité plus vaste où coulait un mince ruisseau souterrain. « Un système karstique », murmura Élodie avec excitation malgré leur situation périlleuse. « Je ne savais pas qu'il y en avait dans cette partie de la réserve. » Osiris s'était arrêté au bord de l'eau et les regardait avec ce qui semblait être de l'impatience. Marc risqua un bref éclairage et comprit. Le ruisseau disparaissait sous une paroi rocheuse, mais un étroit passage était visible au-dessus du niveau de l'eau. « Il veut qu'on suive le cours d'eau », comprit-il. « Ces systèmes débouchent souvent à l'air libre plus loin. »« Et nos poursuivants ?» s'inquiéta Élodie. Comme en réponse à sa question, des échos de voix et le faisceau distant d'une lampe torche leur parvinrent du passage qu'ils venaient d'emprunter. « Nous n'avons pas vraiment le choix », conclut Marc en l'aidant à avancer dans l'eau glacée. Le lynx les devança, nageant avec aisance, là où l'eau devenait trop profonde pour marcher. Marc et Élodie le suivirent, frissonnant dans l'eau glaciale qui montait parfois jusqu'à leur taille. Derrière eux, les voix se rapprochaient inexorablement. L'eau souterraine était si froide qu'elle brûlait la peau. Chaque pas demandait un effort considérable, non seulement à cause du courant qui s'intensifiait progressivement, mais aussi parce que la douleur lancinante dans la jambe d'Élodie l'obligeait à s'appuyer lourdement sur Marc. Derrière eux, les voix et les faisceaux de lumière se rapprochaient inexorablement. « Ils vont nous rattraper », haleta Élodie, ses dents claquant violemment. « Pas si on peut sortir de ce système avant qu'ils ne nous repèrent », répondit Marc, scrutant l'obscurité devant eux. Osiris avait temporairement disparu, probablement pour explorer le chemin à suivre. Cette absence, même brève, provoqua une angoisse inattendue chez Marc. En quelques heures à peine, il s'était habitué à compter sur cet animal extraordinaire. Soudain, un bruit d'éclaboussure leur parvint de l'avant, suivi d'une silhouette féline qui émergea de l'obscurité.
Osiris était revenu et semblait vouloir les presser, tournant nerveusement sur lui-même avant de s'engager dans un passage latéral qu'il n'avait pas remarqué. « Par là », murmura Marc, guidant Élodie vers cette nouvelle direction. Le passage se rétrécissait considérablement, obligeant Marc à porter presque entièrement sa collègue dont la jambe blessée ne lui permettait plus de se contorsionner efficacement. L'eau devenait moins profonde, mais le plafond descendait dangereusement bas, au point qu'ils durent progresser à quatre pattes dans certains segments, l'eau glacée trempant entièrement leurs vêtements. « Je n'entends plus rien », chuchota Élodie après plusieurs minutes de cette progression laborieuse. Marc s'immobilisa, tendant l'oreille. Elle avait raison, les voix de leurs poursuivants s'étaient évanouies. Soit ils avaient perdu leurs traces, soit ils avaient choisi un autre chemin dans le labyrinthe souterrain. « Ne ralentissons pas, dit-il néanmoins. Si ce système est aussi complexe qu'il en a l'air, il pourrait réapparaître n'importe où. » Ils continuèrent leur avancée, suivant toujours le lynx qui semblait connaître le chemin avec une assurance troublante. Le passage commença progressivement à s'élargir et à remonter. L'air devint légèrement moins humide, et Marc crut détecter un très léger courant, signe potentiel d'une ouverture vers l'extérieur. « Tu crois qu'il est déjà venu ici ?» demanda Élodie à voix basse, comme si elle lisait dans ses pensées. « Ça semble impossible, » répondit Marc. « Ces systèmes karstiques ne sont même pas cartographiés, à moins que ces améliorations ne lui donnent un sens de l'orientation surhumain, compléta-t-elle, ou que quelqu'un lui ait implanté une carte. » Cette idée, aussi farfelue qu'elle aurait paru quelques jours plus tôt, semblait maintenant parfaitement plausible. Marc observa le lynx qui les attendait patiemment quelques mètres plus loin, ses yeux luisant dans l'obscurité. « Que sais-tu exactement sur ce collier ?» demanda-t-il en aidant Élodie à franchir un amas de rochers. « Pas grand-chose techniquement, » admit-elle. « Les documents que j'ai récupérés sont fragmentaires, mais j'ai compris que c'est une technologie à double sens. Elle recueille des données sur les schémas neuronaux et comportementaux du lynx, mais elle envoie également des micro-impulsions qui stimulent certaines zones cérébrales. Comme une sorte de dressage électronique ?» Élodie secoua la tête. « Non, c'est beaucoup plus sophistiqué. D'après ce que j'ai compris, ils utilisent un algorithme d'apprentissage profond qui identifie et renforce les connexions neuronales associées à l'intelligence et à la résolution de problèmes. C'est comme si on donnait à un cerveau les outils pour se reconfigurer lui-même, pour évoluer à un rythme accéléré. » Marc digéra cette information, tout en continuant d'avancer. « Est-ce que ça lui fait mal ?» La question était sortie spontanément, preuve qu'il commençait à voir Osiris non plus comme un simple animal, mais comme un être doté d'une conscience propre. « Je ne pense pas, » répondit Élodie après un moment de réflexion. Les documents insistaient sur l'aspect non invasif du dispositif. Mais la vraie question éthique n'est pas là. Tu veux dire le fait de modifier fondamentalement la nature d'un être vivant sans son consentement? Exactement. Qu'arrive-t-il à un prédateur sauvage dont l'intelligence atteint soudainement un niveau proche de la conscience humaine, mais qui reste prisonnier de ses instincts et de son corps animal? C'est potentiellement cruel d'une façon que nous pouvons à peine concevoir. Leur conversation fut interrompue par un changement soudain dans l'atmosphère. L'air devint nettement plus frais, et un faible éclat bleuté apparut devant eux. Osiris s'était arrêté à ce qui semblait être la fin du tunnel souterrain. Ils débouchèrent dans une petite clairière entourée de pins enneigés. La tempête s'était calmée, laissant place à un ciel d'un bleu profond où brillaient les premières étoiles. L'aube n'était probablement plus très loin. « Où sommes-nous » demanda Élodie, scrutant les alentours. Marc sortit son GPS, mais l'appareil peinait à capter un signal. Difficile à dire précisément, mais d'après la topographie, je dirais qu'on est sur le versant est de la montagne, peut-être à 4 ou 5 kilomètres de l'installation.
Osiris, pendant ce temps, semblait agité. Il faisait les 100 pas, regardant alternativement vers la forêt et vers eux, comme s'il essayait de communiquer quelque chose d'urgent. « Il veut qu'on continue à bouger », interpréta Marc. « Et je suis d'accord, nos vêtements sont trempés et par ce froid. L'hypothermie nous tuera avant qu'il ne nous retrouve », conclut Élodie avec une grimace. « Mais je ne suis pas sûr de pouvoir marcher beaucoup plus. » Marc réfléchit rapidement. Ils avaient besoin d'un abri, de vêtements secs et d'un feu. Sa cabane était trop loin, et retourner à la station principale de la réserve serait trop risqué si leurs poursuivants surveillaient effectivement les communications. Il y a un refuge d'urgence à environ 2 kilomètres d'ici, décida-t-il finalement. Une simple cabane avec des provisions de base, mais ça nous donnera un répit. Rassemblant leurs forces, ils se mirent en route, Marc soutenant Élodie dont la jambe blessée semblait empirer. Osiris les précédait, s'arrêtant parfois pour vérifier les alentours avant de revenir vers eux, comme un éclaireur consciencieux. « Ce n'est pas seulement de l'intelligence augmentée », observa Élodie alors qu'ils progressaient lentement à travers la forêt enneigée. « C'est aussi de l'empathie. Il comprend que nous avons besoin d'aide. Ou alors il comprend simplement que sa survie est liée à la nôtre, » tempéra Marc, bien que son ton suggérait qu'il n'était pas totalement convaincu par sa propre explication. Ils marchèrent en silence pendant un moment, économisant leur énergie. Le froid mordant s'infiltrait dans leurs vêtements mouillés, ralentissant leurs mouvements et embrumant leurs pensées. Marc savait qu'ils luttaient contre le début de l'hypothermie et que chaque minute comptait. Enfin, ils aperçurent la silhouette du refuge qui se découpait contre les arbres, une simple construction en rondin avec un toit à forte pente pour éviter l'accumulation de neige. Marc sortit une clé de sa poche et ouvrit rapidement le cadenas qui sécurisait la porte. L'intérieur était spartiate mais fonctionnel. Un poêle à bois, 2 couchettes superposées, une table rudimentaire et des étagères contenant des provisions d'urgence. Sans perdre un instant, Marc entreprit d'allumer un feu pendant qu'Élodie, malgré sa blessure, fouillait dans les coffres pour trouver des vêtements de rechange et des couvertures. Osiris, après une brève hésitation au seuil, entra dans la cabane et s'installa près de la porte comme pour monter la garde. Ce comportement, si éloigné de celui d'un félin sauvage normal, ne faisait que confirmer l'extraordinaire nature de leur compagnon. Une fois le feu crépitant dans le poêle et leurs vêtements trempés suspendus pour sécher, Marc s'occupa de la jambe d'Élodie. La blessure n'était pas aussi grave qu'il le craignait, une entaille profonde mais nette, probablement causée par une arête rocheuse lors de sa chute. Après l'avoir soigneusement nettoyée et bandée avec le matériel de la trousse de premier secours du refuge, il lui tendit une barre énergétique et une tasse de thé chaud préparée avec l'eau mise à bouillir sur le poêle. « Merci », murmura-t-elle, ses mains enserrant la tasse pour absorber sa chaleur. « Pour tout. » Marc hocha simplement la tête, puis se tourna vers Osiris qui n'avait pas bougé de son poste près de la porte. « Je suppose qu'il a aussi faim », dit-il en fouillant dans les provisions pour trouver quelque chose de convenable pour un prédateur carnivore. Il découvrit une boîte de pemmican, un mélange traditionnel de viande séchée, de graisse et de baies, qu'il ouvrit et plaça à distance respectueuse du lynx. L'animal renifla l'offrande avec curiosité, avant de commencer à manger avec une délicatesse surprenante. « C'est fascinant », commenta Élodie en observant la scène. Même dans sa façon de se nourrir, on peut voir qu'il y a quelque chose de différent. Que va-t-il lui arriver si nous parvenons à exposer Neurobionomics ? Demanda Marc, exprimant à haute voix la préoccupation qui germait dans son esprit. Il ne pourra jamais retourner à une vie normale dans la nature, n'est-ce pas ? Élodie soupira, son visage reflétant la complexité éthique de la situation. Je ne sais pas. D'un côté, retirer le collier pourrait potentiellement le ramener à son état naturel. De l'autre, si les changements neuronaux sont permanents, nous pourrions avoir affaire au premier membre d'une nouvelle espèce, conclut Marc. Ni totalement animal, ni humain,
mais quelque chose d'entièrement nouveau. Comme s'il comprenait qu'il était le sujet de leur conversation, Osiris leva les yeux de son repas et les fixa tour à tour, son regard doré empreint d'une intensité troublante. Le silence qui suivit fut presque palpable. Ce regard, intelligent, inquisiteur, profond, n'avait rien d'animal. Ou plutôt, il était animal, mais teinté de quelque chose d'autre, quelque chose qui transcendait les catégories habituelles. Marc fut le premier à détourner les yeux, troublé par l'intensité de cet échange. Il se tourna vers le sac qu'il avait récupéré dans sa cabane et en sortit l'ordinateur portable d'Élodie. « Il est temps d'examiner en détail ce que tu as découvert », dit-il en allumant l'appareil. « Si nous voulons comprendre à quoi nous avons affaire et comment nous en sortir, nous devons rassembler toutes les informations disponibles. » Élodie acquiesça, reposant sa tasse vide avant de se rapprocher pour voir l'écran. Osiris, étonnamment, fit de même, s'avançant avec une curiosité non dissimulée pour s'installer à une distance respectueuse, mais suffisamment proche pour observer l'écran lumineux. « Regarde ça », murmura Marc, désignant le comportement du lynx. « Il s'intéresse à ce que nous faisons. » « J'ai remarqué d'autres comportements similaires, » confirma Élodie. Une curiosité cognitive qui dépasse largement ce qu'on observe habituellement chez les félins sauvages. Ils ouvrirent ensemble le dossier intitulé « Projet Lazarus » et commencèrent à examiner systématiquement les documents fragmentaires qu'Élodie avait réussi à récupérer. La plupart étaient des extraits techniques incomplets, mais en les assemblant comme les pièces d'un puzzle, une image plus claire commençait à se former. D'après ces rapports de progression, expliqua Élodie en pointant un graphique complexe, ils ont commencé les expériences il y a environ 8 mois. Osiris, ou sujet O7 comme ils l'appellent, n'était pas leur premier test, mais il semble être leur plus grande réussite. « Qu'est-il arrivé aux autres sujets ?» demanda Marc, redoutant la réponse. Élodie fit défiler plusieurs pages avant de s'arrêter sur un tableau clinique. 6 échecs précédents. 2 sont morts de complications neurologiques. 3 ont développé des comportements erratiques et ont dû être retirés du programme. Et 1 a simplement disparu, probablement échappé. Marc sentit un frisson lui parcourir l'échine. Retiré du programme. L'euphémisme glacial masquait à peine la réalité brutale. Et celui-là, continua Élodie, ouvrant un nouveau document, c'est ce qui m'a vraiment alarmé. Une proposition de phase 2 qui implique des tests sur des primates, suivis d'essais humains potentiels dans les 18 mois. Des essais humains? Ils n'obtiendront jamais les autorisations éthiques pour ça. Élodie lui lança un regard éloquent. Tu crois vraiment qu'une entreprise qui mène des expériences secrètes sur des animaux sauvages dans une réserve naturelle se soucie d'autorisations éthiques? Marc dut admettre la pertinence de cette remarque. Un autre document attira son attention, un diagramme schématique du collier porté par Osiris. « Regarde ça », dit-il en agrandissant l'image. Le dispositif contient non seulement les nanoélectrodes dont tu parlais, mais aussi un système de géolocalisation avancé, un module de communication satellite et... C'est quoi ça? Une sorte de système d'autodéfense? Élodie se pencha pour mieux voir. On dirait... Mon Dieu, c'est un mécanisme d'autodestruction. Si le collier est manipulé incorrectement ou si certains paramètres sont dépassés, il est conçu pour s'autodétruire, probablement en endommageant gravement le porteur au passage. Ils échangèrent un regard horrifié avant de se tourner vers Osiris, qui les observait toujours avec cette attention troublante. Le lynx sembla percevoir leurs préoccupations, car il s'agita légèrement, ses oreilles pivotant comme s'il captait un son lointain. « On ne peut pas simplement lui retirer ce truc », murmura Marc, « même si on le voulait. » Un autre document, plus fragmentaire encore, contenait ce qui semblait être des extraits d'un journal de recherche personnelle. Le docteur Elena Kovalev, lut Élodie. Elle semble être la neuroscientifique principale du projet. Écoute ça. Jour 83. Le sujet O7
continue de dépasser toutes nos projections. Ses capacités d'apprentissage augmentent de façon exponentielle et nous observons maintenant des signes clairs de métacognition. Il semble conscient de son propre processus de pensée. Si nos mesures sont correctes, son intelligence fonctionnelle a dépassé celle d'un chimpanzé et continue d'évoluer. Le conseil d'administration est ravi, mais je ne peux m'empêcher de m'interroger sur les implications éthiques. Créons-nous une nouvelle forme de conscience condamnée à rester emprisonnée dans un corps qui n'est pas adapté à son intellect? Et si nous arrêtons le processus maintenant, n'est-ce pas une forme d'euthanasie cognitive? Marc fixa Osiris, qui lui rendit son regard sans ciller. Elle a compris le problème. Cette Kovalev. Elle a vu au-delà de l'expérience scientifique. Mais elle a continué quand même, fit remarquer Élodie. Il y a d'autres entrées qui montrent qu'elle était de plus en plus mal à l'aise, mais jamais au point d'arrêter le projet. Ils continuèrent à parcourir les documents, absorbant autant d'informations que possible. Une carte de la réserve marquée de plusieurs points d'intérêt attira leur attention. Ces marqueurs, dit Marc en les examinant, ils correspondent à d'autres installations similaires à celles que nous avons vues. Ils ont un réseau entier caché dans la réserve. Ce qui explique pourquoi ils ont réagi si violemment quand ils ont compris que je les avais découverts, compléta Élodie. Ce n'est pas juste une expérience isolée, c'est toute une infrastructure clandestine. Pendant qu'il parlait, Osiris s'était levé et s'était approché de la fenêtre du refuge, observant attentivement l'extérieur. Son comportement alerta immédiatement Marc. Il a repéré quelque chose, chuchota-t-il, éteignant rapidement l'ordinateur portable et se dirigeant vers la fenêtre. Au début, il ne vit rien d'inhabituel dans la pénombre du petit matin, juste la forêt enneigée qui s'éveillait lentement. Puis un mouvement attira son attention. Une silhouette sombre se déplaçait entre les arbres, suivie d'une autre. Les hommes de Neurobionomics les avaient retrouvés. « Comment est-ce possible ?» murmura Élodie qui avait rejoint Marc à la fenêtre. « Nous avons couvert nos traces et ce refuge n'est même pas sur la plupart des cartes. » Marc réfléchit rapidement, son regard se posant sur Osiris. « Le collier », réalisa-t-il. « Il ne nous traque pas, il le traque lui. Le système de géolocalisation dans son collier. » Le lynx sembla comprendre, car il s'éloigna de la fenêtre et se mit à faire les 100 pas dans la cabane, manifestement agité. « On doit partir », décida Marc, rassemblant rapidement leurs affaires encore humides. « S'ils savent qu'il est ici, ils vont encercler l'endroit. »« Mais où aller ?» demanda Élodie, grimaçant en testant sa jambe blessée. « Ils semblent avoir un réseau dans toute la réserve et tant qu'Osiris est avec nous, on ne peut pas l'abandonner, trancha Marc avec une conviction qui le surprit lui-même. Pas après ce qu'on sait maintenant. Ils s'habillèrent rapidement, leurs vêtements encore désagréablement humides malgré le temps passé près du poêle. Marc vérifia son arme, espérant ne pas avoir à s'en servir, mais conscient que leurs adversaires n'hésiteraient probablement pas. « Il nous faut un plan », dit Élodie en glissant l'ordinateur portable dans son sac. On ne peut pas simplement courir à l'aveuglette dans la forêt. Marc examina la carte de la réserve qu'il gardait toujours sur lui. La station principale est encore trop loin et il la surveille probablement. Mais il y a un autre garde forestier, Philippe Lacroix, qui a une cabane ici. Il pointa un endroit sur la carte. À environ 6 kilomètres au nord-ouest. Philippe est un ancien des forces spéciales. Il saura quoi faire et qui contacter sans éveiller les soupçons. 6 kilomètres, répéta Élodie, incertaine. Je ne sais pas si ma jambe... Je t'aiderai, assura Marc. Et nous avons un guide qui connaît la forêt mieux que nous deux réunis. Ils se tournèrent vers Osiris, qui s'était immobilisé et les observait comme s'il attendait leur décision. La question, dit Élodie à voix basse, c'est de savoir s'il comprend que son collier est ce qui permet à ces hommes de nous suivre, s'il comprend qu'en restant avec nous, il nous met en danger.
Comme en réponse à cette question, Osiris se dirigea vers la porte arrière du refuge, celle qui donnait sur la forêt la plus dense, loin des hommes qui approchaient. Il s'arrêta sur le seuil, se retourna pour les regarder, puis fit quelques pas dans la neige, avant de s'arrêter à nouveau, son message aussi clair que s'il avait parlé. « Suivez-moi, j'ai un plan. » Marc et Élodie échangèrent un regard. Le temps des doutes était passé. « Allons-y, » dit Marc, ouvrant la porte et aidant Élodie à sortir. « Faisons confiance à notre ami. » Ils s'enfoncèrent dans la forêt, suivant le lynx qui progressait rapidement, mais s'assurait constamment qu'ils pouvaient suivre son rythme. Derrière eux, les voix des poursuivants devenaient audibles. Ils avaient découvert le refuge. « Plus vite !» murmura Marc, soutenant Élodie qui luttait vaillamment contre la douleur de sa jambe blessée. Osiris les guidait avec une assurance qui suggérait qu'ils ne fuyaient pas au hasard. Ils semblaient avoir une destination précise en tête. Après 20 minutes d'une progression difficile à travers la forêt enneigée, Marc commença à discerner un schéma dans l'itinéraire choisi par Osiris. Le lynx ne les conduisait pas simplement loin du danger. Il semblait suivre un parcours délibérément sinueux, traversant plusieurs ruisseaux gelés, passant sous des branches basses chargées de neige et contournant des zones de terrain découverts. « Il brouille nos traces », murmura Marc à Élodie qu'il soutenait toujours. « Il essaie de rendre notre piste plus difficile à suivre. » Élodie observa le félin qui progressait devant eux, s'arrêtant parfois pour vérifier leur avancée ou surveiller les environs. « Ce n'est pas seulement de l'intelligence, » dit-elle, sa voix trahissant à la fois l'émerveillement et l'épuisement. « C'est de la pensée stratégique. Il comprend non seulement le concept d'être poursuivi, mais aussi les techniques pour échapper aux poursuivants. » Ils s'arrêtèrent brièvement sous un épais bosquet d'épinettes pour reprendre leur souffle. Marc consulta sa boussole et son GPS qui avait finalement capté un signal. « Nous maintenons globalement le cap vers la cabane de Philippe, » confirma-t-il, mais en zigzagant considérablement. Le soleil s'était maintenant complètement levé, illuminant la forêt hivernale d'une lumière dorée qui filtrait à travers les branches chargées de neige. En d'autres circonstances, Marc aurait admiré la beauté sereine de ce paysage. Aujourd'hui, chaque clairière représentait une vulnérabilité, chaque rayon de soleil une potentielle trahison de leur position. Osiris revint soudainement vers eux, son comportement changé. Ses oreilles étaient aplaties, son corps tendu, et il émit un son étrange, un grondement grave et contrôlé qui n'était ni tout à fait animal, ni tout à fait autre chose. « Il a détecté quelque chose », chuchota Marc, dégainant son arme par précaution. Ils se figèrent, tendant l'oreille. Au début, rien ne semblait perturber le silence hivernal, puis ils l'entendirent, le bourdonnement désormais familier d'un drone de surveillance. Ils ont déployé des moyens aériens, constata Marc, scrutant le ciel entre les branches. Ça complique considérablement notre fuite. Osiris semblait particulièrement agité par cette nouvelle menace. Il tournait sur lui-même, regardant alternativement le ciel et un point précis dans la forêt, comme s'il évaluait des options. « Je crois qu'il veut qu'on change de direction », interpréta Élodie. Effectivement, le lynx s'élança brusquement vers l'est, s'éloignant du chemin qu'il suivait jusqu'alors. Marc hésita. Cette nouvelle route les éloignait de leur destination. « On doit lui faire confiance », insista Élodie, devinant son dilemme. « Il nous a bien guidés jusqu'à présent. » Ils suivirent donc Osiris, progressant aussi rapidement que la jambe blessée d'Élodie le permettait. Le terrain devint progressivement plus accidenté, avec des affleurements rocheux qui émergèrent de la neige, comme les ossements d'un géant préhistorique. Le bourdonnement du drone semblait tantôt se rapprocher, tantôt s'éloigner, suggérant un schéma de recherche méthodique. Après environ 1 kilomètre dans cette nouvelle direction, Osiris s'arrêta devant ce qui semblait être l'entrée d'une ancienne mine, un tunnel sombre dont l'ouverture était partiellement dissimulée par des broussailles et des branches tombées. La vieille mine de cuivre, reconnut Marc.
Elle a été abandonnée dans les années 50, mais je ne savais pas que certaines entrées étaient encore accessibles. C'est sûr, s'inquiéta Élodie, regardant l'ouverture béante avec appréhension. Pas vraiment, admit Marc, mais entre un tunnel potentiellement instable et des hommes armés avec des drones, le choix était évident. Ils s'engagèrent dans le tunnel, Marc allumant sa lampe frontale pour éclairer leur chemin. L'intérieur était plus stable qu'il ne l'avait craint. Les murs et le plafond étaient étayés par d'anciennes poutres en bois qui, bien que noircies par le temps, semblaient avoir résisté aux décennies. Osiris avançait avec assurance, comme s'il connaissait parfaitement les lieux. Cette familiarité avec un environnement qu'il n'aurait jamais dû explorer en tant que prédateur sauvage était une autre preuve troublante de sa nature transformée. « Comment peut-il connaître cet endroit ?» murmura Élodie. Marc réfléchit un instant. Les documents mentionnaient que le collier contenait des cartes détaillées, non? Peut-être que l'ensemble de la réserve, y compris ses vieilles structures, est cartographié dans son logiciel. Le mot semblait étrange appliqué à un être vivant, mais c'était peut-être le terme le plus approprié dans ces circonstances extraordinaires. Ils progressèrent pendant plusieurs minutes dans le tunnel principal, s'éloignant du danger extérieur mais s'enfonçant dans une obscurité qui apportait ses propres inquiétudes. Plusieurs galeries secondaires s'ouvraient de part et d'autre, mais Osiris ignorait ces bifurcations, maintenant un cap constant. « Où penses-tu qu'il nous emmène ?» demanda Élodie, sa voix légèrement déformée par l'acoustique particulière du tunnel. « Je ne suis pas sûr, mais si je me souviens bien des anciennes cartes, ce réseau minier débouche quelque part près de la rivière Sainte-Agathe. Si c'est le cas, nous serons beaucoup plus près de la cabane de Philippe que par la route que nous suivions initialement. » Un raccourci, réalisa Marc. Le lynx ne les avait pas simplement guidés vers un abri temporaire, il avait trouvé un moyen de contourner le terrain difficile et d'éviter les drones de surveillance en une seule manœuvre. Une stratégie qui impliquait non seulement une compréhension de leur situation immédiate, mais aussi une projection dans l'avenir et une connaissance géographique étendue. Après environ 20 minutes de progression, ils remarquèrent que le tunnel commençait à remonter légèrement. L'air devenait progressivement plus frais, suggérant une ouverture proche. Osiris accéléra le pas, confirmant cette impression. Finalement, ils aperçurent une lueur naturelle devant eux, la sortie du tunnel. Mais alors qu'ils s'en approchaient, le lynx s'immobilisa soudainement, son corps entier tendu comme la corde d'un arc. Un grondement sourd monta de sa gorge. Marc éteignit immédiatement sa lampe et fit signe à Élodie de s'arrêter. Dans le silence qui suivit, ils entendirent des voix humaines provenant de l'extérieur, juste devant la sortie du tunnel. « Doivent être quelque part dans le secteur », disait une voix masculine au fort accent d'Europe de l'Est. « Le signal du collier indique qu'il est passé par ici il y a moins d'une heure. »« On devrait peut-être vérifier ces vieux tunnels », suggéra une autre voix. « Les données montrent plusieurs entrées dans la zone. » Marc et Élodie échangèrent un regard alarmé. Ils étaient pris au piège, coincés dans un tunnel avec des hommes armés bloquant la sortie et potentiellement d'autres qui pourraient arriver par l'entrée qu'ils avaient utilisée. Osiris, cependant, ne semblait pas partager leur panique. Avec une délibération calme, il se tourna et se dirigea vers l'une des galeries secondaires qu'ils avaient dépassées plus tôt, s'arrêtant pour s'assurer qu'ils le suivaient. « Il connaît une autre sortie », chuchota Élodie, l'espoir ravivant ses traits épuisés. Ils rebroussèrent chemin en silence, suivant le lynx dans la galerie latérale. Ce passage était plus étroit et moins bien conservé que le tunnel principal, obligeant Marc et Élodie à se baisser par endroits. L'air y était également plus confiné, portant l'odeur caractéristique de la roche humide et des minéraux. Après plusieurs détours dans ce labyrinthe souterrain, ils commencèrent à percevoir un son distant, le murmure d'eau courante. « La rivière souterraine », murmura Marc. « Ce système minier doit croiser le réseau karstique que nous avons emprunté plus tôt. »
Effectivement, le tunnel déboucha bientôt dans une cavité naturelle où coulait un ruisseau souterrain. La scène était éclairée par une faible lumière naturelle filtrant à travers ce qui semblait être une fissure dans la roche au-dessus. Osiris s'arrêta au bord de l'eau, puis regarda vers le haut, en direction de la fissure lumineuse. Son message était clair. « Il veut qu'on monte par là », comprit Marc, examinant la paroi rocheuse. C'est étroit, mais ça semble praticable. « Et lui ?» demanda Élodie, regardant le lynx avec inquiétude. Comme en réponse à sa question, Osiris s'élança avec une agilité impressionnante, escaladant la paroi irrégulière comme si la gravité n'était qu'une suggestion. Il atteignit la fissure et s'y faufila, disparaissant momentanément avant que sa tête ne réapparaisse, ses yeux dorés fixés sur eux, comme pour les encourager à suivre. « Les félins sont des grimpeurs naturels », rappela Marc avec un léger sourire. « C'est nous qui allons avoir du mal. » L'ascension fut effectivement difficile, surtout pour Élodie avec sa jambe blessée, mais l'adrénaline et la nécessité sont de puissants motivateurs. Marc monta en premier, trouvant des prises pour ses mains et ses pieds dans les aspérités de la roche, puis aida Élodie à le suivre, la soutenant lorsque sa jambe la faisait souffrir. La fissure, une fois atteinte, s'avéra être un passage étroit mais navigable qui remontait en diagonale sur plusieurs mètres avant de déboucher. « C'est incroyable », souffla Élodie lorsqu'ils émergèrent à l'air libre. Ils se trouvaient dans une petite clairière entourée d'arbres denses, à flanc de collines. En contrebas, serpentant à travers la vallée, ils pouvaient apercevoir la rivière Sainte-Agathe, ses eaux partiellement gelées, scintillant sous le soleil hivernal. Et à moins d'1 kilomètre, sur la rive opposée, se dressait une construction en bois qu'ils identifièrent immédiatement comme la cabane de Philippe Lacroix. La cabane de Philippe Lacroix, bien que semblable en apparence aux autres refuges forestiers de la réserve, possédait des caractéristiques qui trahissaient la formation militaire de son propriétaire. Des capteurs de mouvement discrètement installés dans les arbres environnants, un système de panneaux solaires camouflés sur le toit, et ce que Marc savait être des points d'observation stratégiques soigneusement aménagés autour du périmètre. Philippe n'était pas simplement un garde forestier, c'était un homme qui n'avait jamais vraiment quitté son passé dans les forces spéciales. « Comment va-t-on traverser la rivière » demanda Élodie, scrutant l'étendue d'eau partiellement gelée qui les séparait de leur destination. Marc examina les environs avant de repérer ce qu'il cherchait. Il y a un passage à gué en amont, à environ 300 mètres. Philippe l'a aménagé avec des pierres pour pouvoir traverser même en hiver. Osiris, qui avait observé l'échange, sembla comprendre leur intention car il s'élança immédiatement dans la direction indiquée, s'arrêtant périodiquement pour s'assurer qu'il le suivait. « Il comprend chaque mot que nous disons, n'est-ce pas ?» murmura Élodie, une note d'émerveillement dans sa voix malgré l'épuisement. « Pas chaque mot peut-être, » nuança Marc, « mais certainement le sens général. C'est déconcertant. » Ils atteignirent le passage à gué, où des pierres plates émergeaient de l'eau peu profonde, formant un chemin traversant la rivière. La glace s'était formée autour des pierres, mais pas entre elles, où le courant restait trop fort pour geler complètement. Osiris traversa en premier, sautant avec grâce de pierre en pierre. Marc aida ensuite Élodie, la soutenant fermement alors qu'elle grimaçait à chaque pas douloureux. Une fois sur l'autre rive, ils se dirigèrent directement vers la cabane, désormais visible entre les arbres. À leur approche, la porte de la cabane s'ouvrit brusquement, révélant un homme de grande taille, tenant ce qui ressemblait à un fusil de précision. Philippe Lacroix, la cinquantaine robuste, les cheveux poivre et sel coupés courts et une barbe taillée avec précision, avait le physique et la posture d'un homme habitué au combat. Ses yeux vifs analysèrent rapidement la situation, Marc soutenant une Élodie visiblement blessée et un lynx adulte qui les accompagnait comme un animal domestique. Marc, appela-t-il, son fusil toujours en position mais non pointé directement sur eux. « C'est quoi ce cirque ?»
On a besoin d'aide, Philippe, répondit Marc, gardant sa voix calme et posée, et d'un endroit sûr pour parler. Le regard de Philippe s'attarda sur Osiris qui s'était arrêté à une distance respectueuse, observant l'homme avec une curiosité évidente mais sans agressivité. « Tu voyages avec un prédateur sauvage maintenant ?» demanda Philippe, un sourcil levé. « C'est compliqué, » admit Marc. « Mais je te promets que c'est important. Question de vie ou de mort. » Quelque chose dans le ton de Marc ou dans l'étrangeté manifeste de la situation dut convaincre Philippe. Il abaissa son arme et s'écarta de l'entrée. « Entrez, dit-il simplement. »« Tous les trois, » ajouta-t-il après une brève hésitation, son regard croisant celui d'Osiris dans ce qui sembla être une évaluation mutuelle. L'intérieur de la cabane reflétait la personnalité de son propriétaire, ordonné, fonctionnel et préparé à toute éventualité. Des étagères supportaient un équipement de survie soigneusement rangé, des outils, des armes et une station de communication radio plus sophistiquée que celle des refuges standards. Un poêle à bois diffusait une chaleur agréable et une bouilloire sifflait doucement. « Asseyez-vous » ordonna Philippe, indiquant une table robuste entourée de chaises en bois. « La femme d'abord. Cette jambe a besoin de soins. » Tandis que Philippe s'occupait avec expertise de la blessure d'Élodie, utilisant du matériel médical qui dépassait largement la trousse de premiers secours réglementaire, Marc lui expliqua la situation. La découverte d'Élodie, le mystérieux projet Lazarus, les installations secrètes dans la réserve et l'extraordinaire nature d'Osiris. Pendant ce récit, le lynx s'était installé près de la porte, son regard intelligent suivant la conversation comme s'il évaluait la réaction de ce nouvel humain à son histoire. Philippe écouta sans interruption, son visage impassible trahissant à peine sa surprise face aux révélations de Marc. Ce n'est qu'après avoir terminé les soins d'Élodie et s'être assis à table avec une tasse de café noir qu'il prit la parole. « Neurobionomics », dit-il lentement comme s'il testait le nom. « Je les connais. » Cette déclaration surprit Marc et Élodie, qui échangèrent un regard interloqué. « Comment ?» demanda Élodie, se redressant malgré la douleur. Philippe but une gorgée de café avant de répondre. Ils ont approché les forces spéciales il y a environ 2 ans, proposaient une technologie révolutionnaire pour améliorer les capacités cognitives des soldats sur le terrain. J'étais encore consultant à l'époque, on m'a demandé mon avis. Et, pressa Marc, j'ai recommandé de rejeter leur offre, répondit Philippe avec un haussement d'épaule. Quelque chose ne collait pas. Leur démonstration était impressionnante, mais il restait vague sur les aspects éthiques et les effets à long terme. Quand j'ai posé trop de questions, ils ont cessé de répondre. Il se leva pour se servir une autre tasse de café, puis continua. Après ça, j'ai mené ma petite enquête personnelle. Neurobionomics est une façade. Derrière se cache un consortium d'investisseurs privés avec des liens dans plusieurs pays. Leur conseil d'administration comprend d'anciens militaires, des scientifiques controversés et quelques milliardaires obsédés par le transhumanisme. Transhumanisme, répéta Élodie. L'idée que l'humanité devrait utiliser la technologie pour transcender ses limitations biologiques, expliqua Philippe. En soi, ce n'est pas nécessairement mauvais, mais ces gens-là, ils ne se soucient pas des conséquences, juste des résultats. Marc désigna Osiris d'un geste. Et voilà un de leurs résultats. Philippe observa le lynx avec un regard neuf, comme s'il réévaluait la créature à la lumière de ces informations. Ce que vous décrivez, une augmentation cognitive si avancée qu'elle crée une forme de conscience évoluée, c'est exactement le genre de percée qu'ils cherchaient à vendre aux militaires. Mais leurs tests sur humains avaient été refusés par toutes les commissions d'éthique. Alors ils se sont tournés vers les animaux. Moins de surveillance, moins de questions, murmura Élodie avec amertume. Exactement, confirma Philippe. Et maintenant, ils ont réussi. Il se tourna vers Marc. Vous réalisez ce que ça signifie ?
Si cette technologie fonctionne comme vous le décrivez, elle vaut des milliards. Elle pourrait reconfigurer l'équilibre géopolitique mondial et transformer des êtres vivants en armes ou en outils sans leur consentement, ajouta Elodie, sa voix chargée d'indignation. Osiris s'était approché pendant leur conversation, son attention particulièrement focalisée sur Philippe, comme s'il évaluait si cet homme était digne de confiance. « La question maintenant, dit Marc, c'est comment procéder. Nous avons des preuves, mais ces gens sont clairement prêts à tout pour protéger leurs secrets. Ils ont des ressources, des hommes armés, probablement des contacts haut placés. » Philippe réfléchit un moment, son expression calculatrice rappelant à Marc pourquoi il avait été si respecté dans les forces spéciales. « J'ai encore des contacts fiables dans l'armée et certaines agences gouvernementales, dit-il finalement. Des personnes qui prendraient cette menace au sérieux et qui auraient l'autorité nécessaire pour agir. Mais pour les convaincre, il nous faudrait plus que des documents fragmentaires et des témoignages. Il nous faudrait Osiris lui-même, compléta Elodie. Une preuve vivante de ce qu'ils ont fait. Marc secoua la tête. C'est trop risqué. S'il le traque via son collier, nous serions repérés avant même d'atteindre les autorités. Pas nécessairement, intervint Philippe, se levant pour aller chercher quelque chose dans un coffre métallique sécurisé. Il en revint avec ce qui ressemblait à une petite boîte métallique. Cage de Faraday portable, conçue pour bloquer toutes les fréquences de communication connues. Si ce collier émet un signal, ceci devrait le neutraliser temporairement. Il plaça la boîte sur la table et l'ouvrit, révélant un compartiment doublé d'un matériau composite spécial. Le collier lui-même pourrait y entrer, mais pas Osiris au complet, fit remarquer Elodie. Non, mais nous pourrions construire une structure plus grande basée sur le même principe, suggéra Philippe. Assez grande pour qu'il puisse s'y tenir confortablement pendant le transport. Pendant qu'ils discutaient de cette possibilité, Osiris s'était approché de la boîte, l'examinant avec une curiosité manifeste. Puis, à leur grande surprise, il leva une patte et toucha délibérément le collier autour de son cou, avant de regarder la boîte, puis Philippe. Le message était limpide. « Mon Dieu !» souffla Elodie. « Il comprend ce que nous essayons de faire, il veut nous aider à bloquer son signal. » Un silence stupéfait s'abattit sur la cabane. Le geste d'Osiris, si délibéré, si manifestement communicatif, rendait soudain concrète une réalité qu'ils avaient intellectuellement acceptée mais émotionnellement pas encore pleinement intégrée. Ils n'étaient pas en présence d'un animal exceptionnellement intelligent, mais d'un être conscient piégé dans un corps qui n'avait jamais été conçu pour abriter une telle conscience. « Incroyable !» murmura Philippe, son professionnalisme habituellement imperturbable momentanément ébranlé. Il ne se contente pas de comprendre, il participe activement à l'élaboration du plan. Marc observa attentivement la réaction du lynx, qui maintenait un contact visuel direct avec eux, son regard passant d'un humain à l'autre comme pour évaluer leur compréhension. On devrait peut-être essayer de communiquer plus directement avec lui, suggéra Elodie. Voir jusqu'où va sa compréhension. Philippe acquiesça et se dirigea vers une étagère d'où il sortit un carnet et un crayon. Si sa cognition est vraiment aussi avancée que vous le pensez, peut-être peut-il comprendre des concepts plus abstraits. Il dessina rapidement un schéma simple montrant le collier d'Osiris à l'intérieur d'une boîte représentant la cage de Faraday, avec des lignes ondulées rebondissant contre les parois pour illustrer le blocage du signal. À côté, il esquissa une carte rudimentaire montrant leur position actuelle, la rivière et un bâtiment étiqueté « Autorité » plus loin. Marc et Elodie échangèrent un regard incertain. L'idée semblait farfelue, même après tout ce qu'ils avaient vu. Mais Osiris s'approcha du dessin sans hésitation, l'examinant avec une attention intense. Puis, à leur stupéfaction totale, il posa délicatement une patte sur le dessin du collier, émit un grondement bas et secoua légèrement la tête,
un geste presque humain de négation. « Je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose d'important sur le collier, » dit Élodie, sa voix tremblant légèrement d'excitation et d'incrédulité. Philippe réfléchit un instant avant d'ajouter au dessin un symbole d'éclair jaillissant du collier, avec un point d'interrogation à côté. Osiris fixa le nouveau dessin, puis toucha fermement la patte sur le symbole d'éclair et émit un autre grondement, plus affirmé cette fois. Le mécanisme d'autodestruction, comprit Marc, une sueur froide lui parcourant l'échine. Il nous avertit que le collier pourrait réagir négativement s'il est placé dans une cage de Faraday. Il a raison, confirma Élodie. Dans les documents, il était mentionné que toute tentative de manipulation ou d'interférence avec le signal déclencherait le mécanisme de sécurité. Une cage de Faraday serait probablement interprétée comme une interférence. Philippe reprit le crayon et ajouta une croix sur l'éclair, puis un nouveau dessin montrant une personne manipulant ce qui ressemblait à des outils près du collier, avec un point d'interrogation. Osiris examina ce nouveau schéma longuement, son regard reflétant ce qui semblait être une profonde réflexion. Finalement, il toucha légèrement le dessin des outils, sans grondement cette fois, mais sans approbation explicite non plus. « Il n'est pas certain », interpréta Élodie, « ce qui est compréhensible. Nous ne savons pas exactement comment désactiver le mécanisme de sécurité sans risque. »« Je peux peut-être aider avec ça », intervint Philippe. Il se leva et se dirigea vers un coffre sécurisé dissimulé sous une lame du plancher. Il en sortit un petit appareil électronique qui ressemblait à un scanner portable sophistiqué. Analyseur de fréquences multispectres, équipement militaire pas tout à fait disponible sur le marché civil. Il s'approcha d'Osiris avec des mouvements lents et délibérés. « Je vais juste scanner ton collier, mon ami. Ça ne fera pas mal et ça n'interférera pas avec le signal. » Le lynx resta parfaitement immobile pendant que Philippe passait l'appareil autour du dispositif à son cou, les yeux rivés sur l'écran de l'analyseur qui affichait des graphiques et des données numériques en temps réel. « Fascinant », murmura-t-il après quelques minutes. « Ce n'est pas simplement un émetteur GPS. Il y a au moins 3 types de signaux différents. Un pour la géolocalisation, un autre qui semble être une transmission de données bidirectionnelles beaucoup plus complexe, et un troisième qui pourrait être le système de sécurité. » Il connecta l'analyseur à son ordinateur portable et transféra les données recueillies. Des graphiques complexes s'affichèrent à l'écran, représentant les différentes fréquences et modulations du signal. « Si je comprends bien ce schéma, » continua Philippe, le mécanisme de sécurité fonctionne sur un principe simple mais efficace. Il vérifie constamment la présence des 2 autres signaux. Si l'un ou l'autre est interrompu pendant plus de environ 30 secondes d'après ces données, il se déclenche. Donc une cage de Faraday complète est exclue, conclut Marc. À moins qu'on puisse répliquer exactement ces signaux à l'intérieur de la cage, suggéra Élodie, ce qui est techniquement possible mais nécessiterait un équipement spécialisé et une programmation précise. Philippe hocha la tête, son expression redevenant calculatrice. « J'ai peut-être une autre solution. Plutôt que de bloquer complètement le signal, nous pourrions le brouiller suffisamment pour qu'il devienne inutilisable pour le suivi, tout en restant détectable par le mécanisme de sécurité. » Il se dirigea vers une autre étagère et en sortit un petit appareil, ressemblant à un routeur sans fil modifié. Brouilleur de fréquence ajustable, normalement utilisé pour les contre-mesures électroniques sur le terrain. Si je le règle correctement, il pourrait créer suffisamment d'interférences pour rendre la géolocalisation impossible sans couper complètement le signal. Pendant que Philippe travaillait sur l'appareil, Marc sortit son téléphone satellite, un équipement standard pour les gardes forestiers dans les zones isolées, et vérifia la couverture. « Une fois que nous aurons sécurisé Osiris, qui contactons-nous exactement ?» demanda-t-il à Philippe. « Tu as parlé de contacts dans l'armée et les agences gouvernementales, mais qui précisément ?» Philippe leva brièvement les yeux de son travail. « Le colonel Martine Desjardins,
force spéciale. Une des rares personnes que je connais avec suffisamment d'autorité et d'intégrité pour gérer cette situation. Elle dirige maintenant une unité spéciale qui traite des menaces non conventionnelles. Elle nous croira? S'inquiéta Élodie. Martine a vu suffisamment de choses étranges dans sa carrière pour ne pas rejeter notre histoire d'emblée, assura Philippe. Surtout avec les preuves que vous avez recueillies, et il fit un geste vers Osiris, notre témoin principal. Le lynx avait suivi leur conversation avec une attention soutenue, son regard intelligent passant d'un interlocuteur à l'autre. Marc se demanda, pas pour la première fois, ce qui se passait réellement dans l'esprit de cette créature extraordinaire. Quelles pensées, quels sentiments se cachaient derrière ses yeux dorés? Comprenait-il pleinement ce qui lui était arrivé? Se voyait-il comme un lynx, comme un être humain, ou comme quelque chose d'entièrement différent? Ses réflexions furent interrompues par un bip provenant d'un des moniteurs de sécurité de Philippe. L'ancien militaire se leva immédiatement, son corps tendu par l'alerte. « Mouvement détecté sur le périmètre Est », annonça-t-il, activant un écran qui montrait le flux d'une caméra cachée. 3 individus armés, équipement tactique, se déplaçant en formation. « Ils nous ont retrouvés », murmura Élodie, la peur évidente dans sa voix. « Impossible », objecta Philippe. « Mes systèmes de sécurité sont indétectables et nous n'avons laissé aucune trace visible. » Tous les regards se tournèrent vers Osiris dont le collier brillait faiblement dans la pénombre de la cabane. « Ils ne suivent peut-être pas un signal précis », suggéra Marc, « mais ils ont pu déterminer une zone générale et maintenant ils quadrillent méthodiquement le terrain. » Philippe acquiesça, sa formation militaire prenant le dessus. « Nous avons peut-être 15 minutes avant qu'ils n'atteignent la cabane. Nous devons finaliser notre plan maintenant. » Il se tourna vers le brouilleur de fréquence, désormais modifié selon ses spécifications. « Ce n'est pas parfait, mais ça devrait suffire pour masquer notre position, tout en maintenant le signal minimal nécessaire pour éviter l'autodestruction. » Avec des gestes précautionneux, il activa le dispositif. Un léger bourdonnement emplit l'air et les lumières de l'appareil clignotèrent en séquence avant de se stabiliser sur un vert constant. « Ça fonctionne », confirma-t-il, vérifiant les lectures sur son analyseur. « Le signal de géolocalisation est maintenant suffisamment brouillé pour être inutilisable, mais les composantes essentielles du signal restent détectables par le mécanisme de sécurité. » Osiris s'approcha du brouilleur, reniflant l'appareil avec une curiosité prudente. Il ne montrait aucun signe d'inconfort ou de douleur, ce qui semblait confirmer que le dispositif fonctionnait comme prévu, suffisamment efficace pour masquer leur position sans déclencher le mécanisme d'autodestruction. « Nous avons réglé un problème », déclara Philippe. « Mais il nous en reste un plus urgent. » Il désigna l'écran de surveillance où les 3 hommes armés continuaient leur progression méthodique vers la cabane. « Ils arriveront bientôt et je doute qu'ils soient venus pour négocier. » Marc examina rapidement les options qui s'offraient à eux. La confrontation directe était risquée, même avec l'expertise militaire de Philippe et son propre entraînement de garde forestier. Il serait en infériorité numérique face à des professionnels manifestement bien équipés. La fuite, quant à elle, exposerait Élodie avec sa jambe blessée et les rendrait vulnérables en terrain découvert. « Combien de temps avant de pouvoir contacter ton ami des forces spéciales ?» demanda-t-il à Philippe. « Le contact initial peut se faire immédiatement, » répondit celui-ci. « Mais une intervention prendrait au minimum 2 heures, même avec toute l'urgence du monde. »« Trop long, » constata Élodie. « Il nous faut une solution immédiate. » Philippe consulta à nouveau les moniteurs, analysant les déplacements des intrus. Ils suivent un schéma de recherche classique, se déployant en éventail pour couvrir systématiquement la zone. Ils ne sont pas certains de notre position exacte. « Pouvons-nous utiliser ça à notre avantage ?» demanda Marc. Un sourire calculateur apparut sur le visage de Philippe. « Absolument. Ces hommes s'attendent à traquer des civils inexpérimentés,
Pas à affronter quelqu'un formé aux tactiques de contre-embuscade. Il se dirigea vers une armoire camouflée dans le mur et en sortit plusieurs petits dispositifs cylindriques. Grenades fumigènes et leurres sonores. Normalement réservés aux exercices d'entraînement, mais parfaitement adaptés à notre situation. Pendant que Philippe expliquait rapidement son plan, Osiris observait avec une attention soutenue, son regard intelligent passant des dispositifs au moniteur de surveillance, comme s'il évaluait lui-même la stratégie proposée. « Nous allons créer une diversion au nord-est », expliqua Philippe, traçant l'itinéraire sur une carte topographique détaillée de la zone. Les leurres sonores simuleront des tirs et des communications radio, tandis que les fumigènes masqueront la zone. Pendant ce temps, nous nous glisserons vers l'ouest, en utilisant le ravin qui mène au vieux poste de garde. De là, nous pourrons accéder à la route forestière secondaire où j'ai un véhicule tout-terrain dissimulé sous un camouflage. Marc hocha la tête, impressionné par la prévoyance de son collègue. Toujours préparé à l'évacuation d'urgence, n'est-ce pas? 15 ans dans les forces spéciales t'apprennent à ne jamais avoir qu'une seule sortie, répondit simplement Philippe. La véritable question est, serons-nous tous capables de parcourir cette distance assez rapidement? Son regard se posa sur Élodie, dont la jambe bandée constituait une limitation évidente, puis sur Osiris, dont la présence posait un défi logistique unique. Transporter un lynx adulte, même coopératif, ne serait pas une mince affaire. Comme s'il comprenait la préoccupation, Osiris s'approcha d'Élodie et s'assit calmement à ses côtés, la fixant avec ce qui semblait être une détermination tranquille. « Je pense qu'il essaye de nous dire qu'il peut se déplacer par lui-même », interpréta Élodie, plaçant instinctivement une main sur la tête du félin. Ce geste, un contact physique délibéré entre une biologiste et un prédateur sauvage, illustrait à quel point leur relation avait évolué en si peu de temps. « Et toi ?» demanda Marc. « Ta jambe tiendra le coup ?»« Elle devra tenir », répondit-elle simplement, une résolution farouche dans son regard. « Je ne serai pas celle qui nous ralentit. » Philippe acquiesça, satisfait de leur détermination. « Bien. Marc et moi allons placer les dispositifs de diversion. Élodie, tu restes ici avec Osiris et tu prépares seulement l'essentiel à emporter, l'ordinateur, les documents, le brouilleur de fréquence et des provisions minimales. Nous partons dans 10 minutes exactement. » Les deux hommes sortirent silencieusement par une trappe dissimulée sous un tapis, une sortie de secours que Philippe avait installée précisément pour ce genre de situation. Dehors, le soleil d'hiver commençait sa descente vers l'horizon, allongeant les ombres des arbres sur la neige immaculée. Ils se déplacèrent avec une efficacité silencieuse, utilisant le couvert naturel de la forêt pour placer stratégiquement les leurres et les fumigènes. Philippe programma les dispositifs pour qu'ils se déclenchent simultanément dans exactement 12 minutes, leur donnant juste assez de temps pour revenir à la cabane et commencer leur évacuation. « Ton ami félin est vraiment extraordinaire », commenta Philippe à voix basse alors qu'ils retournèrent vers la cabane. « En 30 ans de carrière, j'ai vu des technologies expérimentales de toutes sortes, mais jamais rien qui s'approche de ce niveau d'augmentation cognitive. » « C'est précisément ce qui m'inquiète, » répondit Marc. « Si Neurobionomics a réussi ça, que feront-ils ensuite? Et qu'arrivera-t-il à Osiris quand tout sera terminé ?» Philippe lui lança un regard perçant. « Tu t'es attaché à lui. » Ce n'était pas une question, mais une constatation. Marc ne chercha pas à nier. Comment ne pas s'attacher? Il n'est plus simplement un animal. Il est quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Et c'est précisément pourquoi il représente un tel enjeu, souligna Philippe. Pas seulement comme preuve contre Neurobionomics, mais comme objet d'étude pour d'autres organisations, y compris gouvernementales. Cette remarque frappa Marc comme un coup physique. Dans leur fuite et leur lutte pour survivre, ils n'avaient pas pleinement considéré ce qui arriverait si, quand, ils réussiraient à contacter les autorités. Osiris serait-il simplement transféré d'un laboratoire à un autre,
d'une expérience à une autre. Ils regagnèrent la cabane par la trappe secrète pour trouver Élodie et Osiris prêts à partir. La biologiste avait rassemblé leurs affaires essentielles dans 2 sacs à dos compacts et le brouilleur de fréquence avait été adapté en un dispositif portable accroché à sa ceinture. 2 minutes avant le déclenchement de la diversion, annonça Philippe, consultant sa montre. « Tout le monde est prêt ?» Ils acquiescèrent gravement, conscients des risques de leur entreprise. Philippe leur remit à chacun un petit appareil de communication. Oreillette tactique, portée limitée mais transmission cryptée. Si nous sommes séparés, maintenez le silence radio, sauf en cas d'urgence absolue. Il vérifia une dernière fois les moniteurs de surveillance. Les 3 hommes s'étaient rapprochés et commençaient à converger vers la cabane, leur démarche trahissant une tension croissante. Ils se préparaient manifestement à une confrontation. « Parfait timing », murmura Philippe. « Allons-y. » Ils sortirent par la porte arrière, Marc soutenant Élodie, tandis qu'Osiris les suivait comme une ombre silencieuse. Le froid mordant de la fin d'après-midi les frappa immédiatement, leur souffle formant de petits nuages de vapeur dans l'air glacial. Ils avaient à peine parcouru une 20aine de mètres quand la diversion se déclencha. Le rugissement des leurres sonores déchira le silence de la forêt, simulant à la perfection une série de tirs d'armes automatiques, suivis de brèves rafales de communication radio distordues. Simultanément, d'épais nuages de fumée colorée commencèrent à s'élever des positions où ils avaient placé les fumigènes, créant l'illusion parfaite d'un affrontement en cours. La réaction fut immédiate. Sur les écrans miniatures de leurs appareils de communication, ils purent voir les 3 intrus pivoter et se précipiter vers la source du chaos, exactement comme Philippe l'avait prédit. « Ça fonctionne », chuchota Élodie, un soulagement évident dans sa voix. « Pour l'instant », tempéra Philippe, « mais ils réaliseront vite la supercherie. Nous avons peut-être 15 minutes d'avance, pas plus. » Ils accélérèrent leur progression vers le ravin, Élodie grimaçant à chaque pas mais refusant stoïquement toute pause. Osiris se déplaçait avec une grâce fluide à leur côté, s'adaptant parfaitement à leur rythme comme s'ils comprenaient l'urgence de leur situation. Le ravin s'ouvrit devant eux, une crevasse naturelle creusée par des millénaires d'érosion, ses parois escarpées offrant une protection naturelle contre la détection visuelle. Ils s'y engagèrent prudemment, suivant un étroit sentier qui descendait en zigzag le long de la paroi. À mi-chemin de la descente, un craquement soudain figea le groupe. Une partie du sentier venait de s'effondrer sous le poids d'Élodie, envoyant une cascade de petites pierres et de terre gelée vers le fond du ravin. Élodie. Marc se précipita pour la rattraper, mais le mouvement déstabilisa davantage le sentier friable. Avant que quiconque puisse réagir, Osiris bondit avec une agilité stupéfiante, saisissant délicatement le col d'Élodie entre ses mâchoires puissantes et la tirant vers une portion plus stable du chemin. Ce geste, qui combinait la force brute d'un prédateur et la précision chirurgicale d'une intelligence calculatrice, les laissa momentanément sans voix. « Mon Dieu !» souffla Élodie une fois stabilisée, sa main tremblante caressant la tête du lynx. « Merci. » Les yeux d'Osiris fixés sur elle semblaient dire « Pas besoin de remerciements entre amis. » « On continue », ordonna Philippe après avoir vérifié qu'Élodie n'avait pas aggravé sa blessure. Le bruit a pu nous trahir. Ils reprirent leur descente avec une prudence redoublée, atteignant finalement le fond du ravin où coulait un mince ruisseau partiellement gelé. De là, ils suivirent le lit du cours d'eau, leurs traces ainsi effacées par l'eau courante. Au bout de 500 mètres, Philippe les guida vers une pente plus douce qui remontait vers la forêt. L'ascension fut difficile pour Élodie, mais avec l'aide de Marc et la présence constante d'Osiris, qui semblait évaluer chaque portion du terrain pour leur indiquer le passage le plus sûr, ils atteignirent le sommet sans autre incident. « Encore 800 mètres », annonça Philippe à voix basse, consultant son GPS. « Le véhicule est caché dans une ancienne cabane à sucre. »
Un craquement d'oreillettes les alerta. Les leurres sonores avaient cessé de fonctionner, et d'après les capteurs distants de Philippe, leurs poursuivants avaient compris la supercherie et revenaient vers la cabane. « Ils découvriront vite notre piste », pressa Philippe. « Nous devons atteindre le véhicule avant qu'ils ne comprennent notre itinéraire. » Ils accélérèrent autant que possible, Élodie serrant les dents contre la douleur. La forêt semblait se refermer autour d'eux, les dernières lueurs du jour filtrant à peine à travers la canopée d'épinettes. Osiris se déplaçait maintenant légèrement en avant, comme un éclaireur, s'arrêtant parfois pour renifler l'air ou tendre l'oreille. Finalement, ils aperçurent la silhouette de la cabane à sucre, une petite structure en bois noirci par les années, presque entièrement recouverte de neige et de lierre hivernale. Philippe écarta quelques branches mortes, camouflant l'entrée, et les fit entrer rapidement. À l'intérieur, sous une bâche de camouflage militaire, se trouvait un véhicule tout-terrain modifié, suffisamment puissant pour naviguer en terrain difficile, mais équipé de silencieux qui réduisaient considérablement son empreinte sonore. « Transport spécial », expliqua brièvement Philippe en retirant la bâche, « développé pour les opérations d'infiltration. » Pendant qu'il préparait rapidement le véhicule, Marc aida Élodie à s'installer et sécurisa leur sac. Osiris observait le véhicule avec une curiosité évidente, probablement sa première rencontre avec une telle machine. « Et lui ?» demanda Élodie, désignant le lynx. « Comment va-t-il » Elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Osiris sauta gracieusement à l'arrière du véhicule, se positionnant de manière à occuper le moins d'espace possible, tout en maintenant une posture qui lui permettrait de bondir si nécessaire. « Je crois qu'il a déjà répondu », sourit faiblement Marc, impressionné une fois de plus par l'adaptabilité de la créature. Philippe prit la radio sécurisée et composa rapidement une séquence de chiffres. Après quelques tonalités, une voix féminine précise et autoritaire répondit « Identification ? Loup gris à sentinelle, code Aurora 7, situation critique. » Un bref silence, puis « Authentifié, rapport. » En quelques phrases concises, Philippe expliqua la situation, les expériences de Neurobionomics, les preuves recueillies et leur situation actuelle. « Coordonnées ?» demanda simplement la voix. Philippe les fournit, ajoutant « Poursuite active, technologie sensible en notre possession. Compris, extraction dans 90 minutes au point Echo 3, unité tactique déployée sur votre situation. Maintenez ce canal ouvert. Reçu. » Philippe démarra le véhicule, son moteur émettant à peine plus qu'un ronronnement étouffé. Martine enverra une équipe pour intercepter nos poursuivants et sécuriser la zone. Nous devons rejoindre le point d'extraction à 20 km d'ici. Ils s'élancèrent dans la forêt hivernale, le véhicule spécialisé se frayant un chemin entre les arbres avec une agilité surprenante. À l'arrière, Osiris maintenant son équilibre parfait, malgré les chaos, son regard attentif scrutant constamment les environs. Le crépuscule cédait maintenant place à la nuit, les premières étoiles apparaissant dans le ciel dégagé. La lune presque pleine baignait la forêt d'une lueur argentée, transformant le paysage hivernal en un royaume féerique. « Ils ne nous suivent plus », annonça Philippe après avoir consulté un écran sur le tableau de bord. « Les capteurs ne détectent aucun mouvement à notre poursuite. »« L'équipe de Martine les a interceptés ?» demanda Marc. « Possible, ou ils ont perdu notre trace et attendent des renforts. » Ils continuèrent leur progression à travers la forêt, suivant des pistes forestières secondaires rarement utilisées. Élodie, épuisée par la douleur et l'adrénaline, avait fini par s'assoupir contre l'épaule de Marc. « Tu sais ce qui va se passer ensuite, n'est-ce pas ?» demanda doucement Philippe, ses yeux toujours fixés sur le chemin devant eux. Marc regarda Osiris, qui semblait écouter leur conversation. « L'unité de Martine va vouloir l'étudier. »« C'est inévitable, » confirma Philippe. « Une technologie de cette importance, ils ne peuvent pas simplement l'ignorer. »
Et s'il décide de poursuivre les expériences, de l'utiliser comme Neurobionomics voulait le faire? Philippe resta silencieux un moment. Martine est intègre. Elle ne permettra pas d'abus. Mais elle a aussi des supérieurs, des protocoles à suivre. Marc sentit une vague de protection inattendue monter en lui. En si peu de temps, ce lynx extraordinaire était devenu bien plus qu'un animal sauvage à ses yeux. Il était devenu un compagnon, presque un égal. « Il mérite mieux que ça », murmura-t-il. « Il mérite de choisir. » Comme s'il comprenait parfaitement la conversation, Osiris s'approcha et posa délicatement sa tête contre l'épaule de Marc, un geste d'une intimité bouleversante. Ils atteignirent le point d'extraction, une petite clairière suffisamment grande pour permettre l'atterrissage d'un hélicoptère, avec 15 minutes d'avance. Philippe sécurisa le périmètre par habitude professionnelle, tandis que Marc aidait Élodie, maintenant réveillée, à s'installer confortablement contre un arbre. Osiris s'assit à côté d'elle, sa présence semblant lui apporter un réconfort visible. Marc s'accroupit devant le lynx, plongeant son regard dans ses yeux dorés, si troublants d'intelligence. « Je ne sais pas si tu comprends tout ce que je dis, » commença-t-il, « mais je veux que tu saches que nous ferons tout pour te protéger, pour que tu puisses décider de ton propre avenir. » Élodie posa une main sur son bras. « Regarde ses yeux, Marc, il comprend. » Le rugissement distant d'un hélicoptère interrompit ce moment. Bientôt, les phares puissants de l'appareil balayèrent la clairière, illuminant la neige d'une lumière presque aveuglante. L'hélicoptère, un modèle militaire non marqué, se posa avec précision. Une femme en tenue tactique en descendit, suivie de 4 opérateurs lourdement armés qui sécurisèrent immédiatement le périmètre. Le colonel Martine Desjardins, car c'était bien elle, s'avança vers Philippe. La cinquantaine athlétique, les cheveux gris coupés courts, elle dégageait une aura naturelle d'autorité. « Situation » demanda-t-elle directement. « Sécurisée pour l'instant », répondit Philippe. « L'équipe ennemie ?»« Neutralisée. 4 individus capturés, tous des contractuels privés avec antécédents militaires. Il parle déjà. » Son regard se posa alors sur Osiris et pour la première fois, son expression professionnelle laissa transparaître de la surprise. « C'est lui ?» Philippe acquiesça. « Le sujet O7, Osiris. » Martine s'approcha lentement, s'accroupissant à distance respectueuse du lynx. « Remarquable, » murmura-t-elle, observant attentivement les réactions de l'animal. Les rapports préliminaires mentionnaient une intelligence augmentée, mais je ne m'attendais pas à... Elle s'interrompit, semblant percevoir quelque chose dans le regard d'Osiris que les autres avaient déjà reconnu, cette étincelle de conscience qui transcendait sa nature animale. « Il n'est pas un simple spécimen », intervint Marc, sa voix ferme, malgré l'intimidante présence du colonel. « Il est... quelqu'un. » Martine le fixa longuement, son expression indéchiffrable. Puis, à leur surprise, elle hocha lentement la tête. « Je comprends », dit-elle simplement. Se relevant, elle ajouta « Neurobionomics est en train d'être démantelé. Leurs installations dans la réserve ont été saisies, leurs dirigeants arrêtés. Ce qu'ils ont fait, cela ne se reproduira pas. »« Et lui ?» demanda Élodie, désignant Osiris. Martine hésita, puis prit une décision qui semblait aller à l'encontre de tous les protocoles. Officiellement, le sujet O7 sera placé sous observation scientifique dans une installation gouvernementale sécurisée. Elle fit une pause. Officieusement, la réserve naturelle de Sainte-Agathe va bénéficier d'un programme spécial de conservation, dirigé par des experts locaux déjà familiers avec son écosystème unique. Son regard passa de Marc à Élodie. Des experts qui comprennent que certaines créatures ne peuvent être classifiées selon nos catégories habituelles. 3 mois plus tard, par une douce journée de printemps, Marc Thibault se tenait sur la terrasse d'une nouvelle station de recherche construite à la lisière de la réserve. À côté de lui,
Élodie Mercier, désormais directrice scientifique du programme de conservation adaptative, la couverture officielle pour leur véritable mission. À quelques mètres, allongé paisiblement sur un rocher chauffé par le soleil, Osiris les observait. Son collier avait été remplacé par un nouveau dispositif, plus léger et dépourvu de tout mécanisme de contrôle ou de destruction, simplement un outil de communication et de suivi qu'il portait volontairement. « Il a choisi de rester », remarqua doucement Élodie. « Il aurait pu disparaître dans la nature à tout moment. » Marc acquiesça, contemplant le lynx extraordinaire qui avait changé leur vie et peut-être, à sa façon, l'avenir des relations entre espèces. Peut-être a-t-il compris qu'il n'appartient plus tout à fait à la nature sauvage, suggéra-t-il, ni tout à fait à notre monde. Il a choisi d'habiter la frontière entre les deux. Osiris leva la tête, son regard doré croisant celui de Marc avec cette intelligence profonde qui ne cessait de les émerveiller. Dans ses yeux, Marc voyait désormais non pas l'étrangeté d'une conscience artificielle, mais la promesse d'un nouveau type de compréhension, un pont entre l'humanité et le monde naturel qu'elle avait trop longtemps considéré comme séparé d'elle. « Tu sais, » dit Élodie en souriant, « tout a commencé quand un lynx a traîné un sac jusqu'à la porte d'un garde forestier. » Marc sourit à son tour. Et quand ce garde forestier a ouvert la porte, il n'en croyait pas ses yeux.